s'il y avait une drogue que je pouvais prendre pour être heureux avec un scénic, un labrador et une maison dans la campagne, je la prends tout de suite. Elle est où? La pilule, je la prends. Mais je n'ai pas choisi mon passé, je n'ai pas choisi certaines expériences et j'ai quelques valeurs, j'ai une vision. Je veux créer des choses dans la vie et du coup, si je ne les mets pas en place, je suis tout le temps frustré. Qui savent pas, enfin, Goodbye Comfort Zone ou qui ont rejoint un peu l'aventure récemment. Donc on a une seule personne. Bon bah tu sors, exclu. Ok, bah, je vais me présenter par la suite. Mais juste avant, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a ici certains qui ont déjà assisté à une formation ou à une conférence de développement personnel? Donc presque tout le monde. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà lu un livre ou un article de développement personnel? Donc tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vu une vidéo qui traite de manière générale sur le développement personnel, sur le développement professionnel, sur l'efficacité, l'alimentation, le sport? Jamais. Si, j'ai vu une vidéo. Ok. Ah bah du coup, qu'est-ce que vous faites là? Mais vraiment, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là normalement si vous avez déjà vu des formations sur le développement personnel? Si on sait déjà quelles sont les astuces pour avoir plus confiance en soi, si on sait déjà que pour perdre du poids, il suffit de mieux manger et de faire un peu de sport, je pense notamment toi, tes coachs. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un coach, je suis encore moins un motivateur. Et si vous étiez là à la base pour voilà, avoir des conseils, des astuces sur la confiance en soi, sur la productivité, je vous propose qu'on fasse la chose suivante, c'est qu'on aille sur Google, je vais taper avoir confiance en soi et j'ai à peu près 15 millions de résultats et je vais vous les lire comme ça article par article. Bon, ça risque de prendre un petit peu de temps vu qu'il y en a 15 millions, mais l'idée principale c'est que voilà, s'il y a quelque chose à retenir via cette conférence, c'est que ce que j'essaie d'apporter via mon travail et via cette conférence, c'est pas tant la partie savoir, pas tant ce qu'il y a sur les astuces, sur les choses, sur les étapes, mais plutôt qu'est-ce qui nous sépare du passage à l'action, du dépassement de soi. Et surtout, là où je me positionne, c'est comment rendre le passage à l'action plus amusant et qu'il est possible de s'amuser tout en se dépassant. C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui durant cette conférence. Juste alors, pour la personne qui ne me connaît pas encore, je m'appelle Anine, je suis le fondateur de Goodbye Comfort Zone. Et pour présenter un peu de projet de manière générale, je vais dire qu'il y a eu ce jour-là de 2006 où j'ai découvert une chose extraordinaire qui s'appelait le développement personnel. J'étais littéralement fasciné par cette découverte. J'avais un nouveau mode de possibilités qui s'ouvrait à moi. On me promettait de devenir cette meilleure version de moi-même, d'accomplir des choses extraordinaires, de créer une vie sur mesure, de séduire toutes les femmes, d'être riche, millionnaire, etc. J'étais littéralement fasciné par ce monde. D'autant plus qu'il y a 10 ans ou il y a 12 ans, j'étais quelqu'un de timide, mais timide maladif. J'avais absolument mais zéro confiance en moi, c'est-à-dire que je remettais tout le temps en cause tout ce que je faisais. Et même quand j'ai commencé dans le développement personnel, j'essayais de corriger tout. Corriger ma façon de parler, corriger ma façon de me tenir, corriger mes valeurs. Et dès que je rencontrais la moindre difficulté, je me remettais en question. Je cherchais cette version parfaite de moi-même. Et puis pendant plus de 10 ans, j'ai lu des centaines de livres, d'articles, de vidéos de développement personnel. J'en ai appliqué quelques-unes, certainement moins de 1% de tous ces conseils-là. Mais ça a quand même suffi pour faire des transformations petit à petit, pour que je décroche mon diplôme, pour que j'avance un peu dans ma vie relationnelle, amicale, amoureuse, que je perde un peu de poids. J'ai perdu un peu plus de 10 kilos en 2 ans, etc. Mais surtout, on est fin 2015. Et on ne se moque pas, mais je fais partie de ces personnes-là qui notent encore leur liste de bonnes résolutions en fin de chaque année. Vous savez, genre perdre 10 kilos, aller au sport, trouver la femme de ma vie, trouver l'homme de ma vie. Bon, c'est pas pour moi, mais trouver l'homme de ma vie, etc., etc. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Mais je peux me targuer, et je suis très fier que sur les 3 ou 4 dernières années, j'ai réalisé quasiment 100%
de mes bonnes résolutions que je m'étais fixées en fin de chaque année. Par exemple, l'année fin 2016, c'était de faire un TEDx. Je finis en novembre, j'en ai fait 2. C'était voilà, cette année-là de réussir le crowdfunding pour le projet Comfort Zone Heroes. Je vous en dévoilerai quelques-uns à la suite, par la suite. Mais voilà, je fais partie de ces gens-là et on est fin 2015, j'ai commencé cette liste. Puis petit à petit, 30, 40, 50 objectifs. Et j'ai eu l'idée, tiens, ça serait marrant si je faisais la chose suivante. C'est pendant une année, je fais un défi par jour, même un tout petit, pour sortir de ma zone de confort et pour me dépasser et en faire quelque part un jeu. Et c'est comme ça que Goodbye Comfort Zone est né. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, notamment d'abord sur Instagram, en publiant une photo par jour de mes défis. Et c'est comme ça que c'est devenu une communauté avec maintenant plusieurs milliers de personnes qui partagent leurs défis, qui partagent surtout cette vision du développement personnel qui est axée sur le passage à l'action, sur le fait de s'amuser et surtout sur de la bienveillance, pas sur le spectaculaire, ok, je vais m'enfermer dans un supermarché ou je vais faire quelque chose voilà, qui va faire des clics, mais surtout, c'est une démarche personnelle où on se pose les bonnes questions. Quelle est cette vision que j'ai de moi-même d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans et comment je peux y arriver? Quelles sont les petites actions que je peux faire tous les jours pour y arriver? Ou tout simplement, je veux juste étendre mon champ du possible et quelles sont ces actions que je peux mettre en place petit à petit. Changer tout simplement d'endroit dans lequel je vais tout le temps avec mes amis. Ça peut être voilà, me poser avec ce sans-abri pour partager un peu un repas avec lui, écouter son histoire. Ça peut être, je ne sais pas, faire 10 minutes de méditation, ne pas boire d'alcool pendant 1 mois. D'ailleurs, je suis à 4 mois sans alcool, je vais battre mon record. Peut-être qu'on va boire un verre après et que je vais tout niquer pour fêter ça. Non, je rigole. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est né Goodbye Comfort Zone. Et s'il y a une chose vraiment à retenir de cette conférence, c'est la chose suivante. C'est l'équation du potentiel. D'abord, qu'est-ce que le potentiel? Si on tape sur Larousse ou si on prend la définition littérale de l'Académie française du potentiel, il y a cette notion-là de pouvoir et il y a cette notion-là de possibilité pour une personne, pour une entreprise, pour un organisme, de utiliser de manière efficiente ses ressources pour atteindre ce potentiel-là. Et ça, j'en suis complètement convaincu qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel. Il y a un futur artiste, il y a une future mère de famille extraordinaire, il y a un futur entrepreneur, il y a un futur personne juste heureuse. Et que ce potentiel-là, pour l'atteindre, il y a 2 choses. Il y a d'abord le savoir, c'est la stratégie qu'on va accomplir pour arriver à ce potentiel-là. Et la deuxième partie, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Et honnêtement, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette conférence, c'est ça. C'est l'équation suivante. Le potentiel égale savoir, produit d'action. Avant, je disais plus, mais en fait, c'est un produit. Parce que quelqu'un sans savoir, mais qui passe tout le temps à l'action, c'est un peu ce que, comme disait Einstein, c'est la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de vouloir un résultat différent. Et d'un autre côté, le moi pendant 10 ans, j'accumulais le savoir, je lisais des centaines de livres de développement personnel et j'étais en mode ah, celui-là c'est bien rédigé, j'ai bien aimé l'auteur, il parle de son truc, je vais chercher vraiment cette équation magique et j'appliquais pas. Donc c'est vraiment ces 2 choses-là et peu importe le domaine dans lequel on va se situer, il y a cette notion-là de potentiel égale savoir multiplié par action. Et quand on parle de sortir de sa zone de confort, on est sur l'action de dépasser un peu ce qu'on fait d'habitude. Et si on veut augmenter notre potentiel, par définition, on va devoir augmenter et sortir de notre zone de confort pour transformer notre vie et dans les différents domaines, peu importe, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, spirituelle, l'alimentation, l'activité physique, etc. Peu importe. Je peux continuer comme ça, je peux faire une conférence. J'en ai fait honnêtement une dizaine là, les 2 derniers mois à mon entreprise où je suis le seul à parler pendant 2 heures, où les gens m'écoutent, sortent après en disant « Ah, c'était bien, ah, il a donné de la bonne énergie, ah, il a de l'humour, etc. » Mais j'ai envie qu'on fasse quelque chose. J'ai envie que vous choisissiez un mode de jeu, là tout de suite. Vous savez, quelqu'un a vu le film Nerve? Il y a cette accroche-là où il dit c'est un jeu en fait
qui joue dans la vraie vie, on se prend des défis un peu spectaculaires, etc. Bon, je m'en suis pas du tout inspiré pour Comfort Zone Heroes. La preuve, c'est qu'il y en a certains ici qui étaient au premier meet-up que j'ai fait en 2016 et je parlais déjà de cette idée-là de jeu avec des choses, mais ça m'a beaucoup inspiré ce film-là. Et si la vie était un jeu, il y aura deux modes de jeu, spectateur ou joueur. Et la plupart d'entre nous, et même moi je me mets dans l'eau, on passe 99,9% de notre vie en mode spectateur. On note les restaurants, on note les hôtels, on juge les livres, on juge les films, on juge les séries, etc. Et on est vraiment en mode spectateur et on est très très peu en mode joueur. Imaginez par exemple pour ceux qui aiment bien le foot, et ça arrive souvent si vous allez dans des bars quand il y a des matchs de foot, on a tendance à critiquer les joueurs, ah vas-y bouge-toi, le cul et tout, si tu es payé des millions à rien foutre, etc. Mais imaginez demain, votre mission de vie, c'est d'être un grand joueur de foot. Et honnêtement, si vous êtes là, c'est tout à fait possible. Peut-être pas joueur de foot, mais dans autre chose. En étant entrepreneur, en étant quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui veut inspirer d'autres personnes. Là, vous passez en mode joueur. Et là, on se rend compte à quel point ça peut être difficile, mais la moindre des choses. Je peux en parler. Quand j'ai commencé à faire Goodbye Comfort Zone, j'avais toujours cette idée-là de passer à la vidéo. Et avant de passer à la vidéo, je voyais entre parenthèses mes confrères ou mes concurrents. Et je disais, il ne sait même pas parler devant une caméra. Attends, mais regarde, moi je passerai devant une caméra, mais je vais tout déchirer, j'ai du charisme, etc. Quand tu es tout seul chez toi, que tu allumes ta caméra et que tu es là, tu vois dans le truc et tout, et que surtout quand tu te revois et que tu écoutes ta voix, etc., tu te dis, yes, là je suis vraiment passé en mode joueur. Et là, je sais ce que c'est et mes concurrents, respect. Parce que non seulement ils font ça depuis 10 ans et qu'ils ont commencé qu'ils ont accepté de commencer de manière nulle, mais toute l'équation, c'est d'accepter justement de commencer quelque part et d'être nul et de se faire critiquer, etc. C'est ce qu'on va voir sur les étapes pour déchiffrer un peu ce plein potentiel. Mais là, je vais vous demander tous, est-ce qu'il y en a qui sont venus à 2 ou 3 personnes? Je veux que vous vous leviez. On se met debout. Et on va faire le jeu des chaises musicales. J'ai envie que vous vous mettiez le plus loin possible de votre binôme dans la salle. Donc vous vous séparez. Tu peux te mettre devant comme ça, tu as une place ici. Mais changez de chaise, pas rester debout. Changez de chaise. Tu peux te mettre quelque part d'autre, exactement. Donc voilà, à partir de maintenant, j'ai envie que chacun, qu'on se tienne droit. Si vous avez de quoi prendre des notes, que ce soit via smartphone ou si vous avez pris un carnet, là, ça ne va pas être une conférence comme d'habitude. Là, on va vraiment passer, il y aura des actions précises et on va tous sortir de notre zone de confort. Moi, le premier. Donc, je veux vraiment, ma plus grande frustration, c'est quand je termine une conférence, qu'on vient me voir à la fin d'un TEDx, etc. et qu'on me dit bravo, c'était inspirant. Et que 6 mois après, la personne est toujours au même stade. J'ai envie vraiment qu'aujourd'hui, on débloque ce potentiel-là et qu'on mette en place certaines actions, certaines choses. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. J'entends rien. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Voilà, j'aime mieux. Du coup, on va pouvoir commencer cet atelier qui n'est pas vraiment une conférence. On va déchiffrer le code de notre plein potentiel à chacun. Donc, on a fait le choix d'un mode de jeu. Bravo, vous avez choisi joueur. Ça tombe bien parce que je n'avais pas d'autres diapositives avec. Vous avez choisi spectateur. Là, on va passer au niveau 1. Et c'est l'équation inversée pour définir ses objectifs de vie. Et là, on va tous avoir 5 minutes pour définir les 5 principaux objectifs de vie pour les 12 mois à venir. Donc maintenant, si vraiment 5 minutes, là il reste 4 minutes 55 secondes, si votre vie en dépendait, si j'avais l'être le plus cher de votre vie là et que je pointais un pistolet sur sa tempe en disant voilà, si tu définis pas maintenant les 5 objectifs de ta vie pour les 12 mois à venir, je vais le buter. C'est là où les gens commencent à s'inquiéter, ceux qui ne me connaissent pas. Normalement, je ne suis pas aussi bizarre, c'est juste aujourd'hui. Je vais faire ce même exercice-là et je vais le partager avec vous. Et je vous promets que je ne l'ai pas fait avant. Donc, des bons objectifs, il y a 5 critères, c'est les objectifs SMART, si on a certains qui ont fait des formations en développement personnel. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre des notes, parce que des objectifs, les avoir en tête, c'est bien, mais les noter, c'est 10 fois mieux. Si on a qui n'ont pas de quoi noter, je peux peut-être ramener
des feuilles ou si vous avez un smartphone, n'hésitez surtout pas. Est-ce que tu veux que je te ramène une feuille ou... Ah merde, pourquoi j'ai dit ça? Où est-ce que je peux... Ou s'il y a quelqu'un qui peut partager une feuille avec... Ah bah parfait. Nickel. Hop, et je vais te trouver un stylo. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une... Tout le monde, c'est bon? Hop. Donc, des objectifs comme critères. Voilà. Il faut que ça soit spécifique et mesurable. Avoir plus confiance en moi-même, ce n'est pas un objectif spécifique ou mesurable. On peut l'atteindre, mais on ne peut pas le savoir. Mais par contre, dire être capable d'ici 12 mois de parler devant une salle, parler devant plus de 20 personnes, ça c'est mesurable. Faire du sport, me sentir mieux dans mon corps, etc., ce n'est pas un objectif qu'on peut mesurer et on peut l'atteindre sans s'en rendre compte. Mais par contre, se dire, ok, je vais faire du sport au moins 2 fois par semaine, je vais m'inscrire à une compétition, terminer un marathon, je vais transmettre telle chose, faire une conférence, doubler mon chiffre d'affaires dans mon business, etc. Ça, c'est un objectif qui est mesurable. Il faut que ça soit ambitieux, mais réaliste. Ça n'a aucun intérêt de se dire, ok, bah, je veux juste... Enfin, on peut tout à fait, entendons-nous bien, on peut vivre sans avoir des objectifs ambitieux, on peut tout à fait être heureux avec des choses que le commun des mortels va considérer comme normales. Mais je considère à partir du moment où vous êtes là dans cette salle, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez quelque chose à accomplir, c'est que on a en commun d'avoir cette vision-là et d'avoir des objectifs qu'on souhaite accomplir. Et enfin, avec une limite de temps, dans 6 mois, dans 1 an, je veux déjà accomplir ça, atteindre cette vision-là. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide ou qui ont des questions sur cet exercice? Tout le monde, ça va? Yes, il reste 2 minutes. Hop. Je vais prendre une feuille. Et je vais faire l'exercice avec vous aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Il m'en manque 2. Là, tu peux faire une pause par exemple sur la caméra. S'il te plaît. Merci. Une minute. Je vais ramasser les copies après. Ok. Est-ce qu'il y en a certains qui souhaitent partager leur objectif avec nous de manière complètement volontaire et spontanée? Il fallait pas me regarder. C'est la base. Tu m'as regardé au mauvais moment. Bah, je te laisse si tu as envie d'en partager quelques-uns. Oui. Je suis pas obligée de me lever quand même. Non. Super. Le premier, c'est un objectif pro. Je vise une direction, prendre un poste de direction en septembre 2018. D'accord. Voilà.
Le deuxième, c'est perdre 10 kilos en 6 mois. Bravo. J'ai déjà commencé, ça se voit pas, mais... Si. Le troisième, prendre des nouvelles de 5 amis d'ici 12 mois. Quatrième, 1 heure de sport une fois par semaine. Et le dernier, assister à une conférence pro par mois et en parler sur les réseaux sociaux pro. Ok, parfait. Bravo, bah on l'applaudit. C'est quoi ton prénom? Hélène. Ok, ouais, J'ai changé par rapport à cet objet universel. Merci. Bah, je vais partager les miens avec vous. Le premier objectif, c'est de voyager au moins une destination par mois différente, une capitale européenne, me faire un week-end. Ça, j'ai déjà commencé, mais le début d'année, c'était un peu compliqué avec Comfort Zone Heroes, mais j'essaie à chaque fois de faire une destination différente. C'est pareil, me remettre au sport, mais de manière un peu plus... je suis très sportif, mais j'aimerais bien descendre en dessous des 8% de matière grasse. Là, je suis à peu près à 14-15%. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais. J'ai 30 ans et j'ai toujours... Je pense que c'est le bon moment pour moi, au moins de le faire et d'après de décider, ok, bah, je veux peut-être avoir un lifestyle un peu plus à la cool, etc. par la suite. Ensuite, avoir plus de 200 joueurs inscrits au programme Comfort Zone Heroes, en dehors de Ulule bien sûr. Dépasser les 100 000 personnes, les 100 000 abonnés sur Goodbye Comfort Zone, toutes plateformes confondues. Et enfin, tourner une vidéo par jour pendant 365 jours et revenir à mon défi des 365 jours. Et ça, je le lance dès la semaine prochaine normalement. Et merde, je l'ai dit. Donc voilà. D'autres personnes qui ont des questions sur cet exercice précis? C'est un exercice hyper simple. Et quand je parlais avant de ce mode-là, spectateur ou du mode joueur, ou du mode joueur, c'est que souvent quand on est dans... Moi, j'étais énormément dans ce mode spectateur quand j'allais à des conférences. Et j'étais là, j'espère que je vais apprendre quelque chose de révolutionnaire, que je ne connaissais pas, que je vais découvrir ce secret, etc. Mais souvent, c'est des choses qui sont le plus évidentes, des choses qui sont les plus, qu'on connaît déjà. Il suffit juste de les appliquer pour voilà. Ça, typiquement, noter un objectif, il y a à peu près 91% de la population qui ne le font pas. Il y en a certains qui ont un objectif, mais le noter, il y a très peu de personnes qui le font. Oui, Rémi? Tu as participé à quelle conférence? Plein de conférences. J'en ai fait mais tellement pendant des années. Et j'y allais, mais vraiment en mode spectateur, en mode j'assiste à un spectacle de divertissement. Et encore, j'étais à une conférence là cette semaine et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais là avec mon ego. Oui, bah moi aussi je fais des conférences, tu vas rien m'apprendre, etc. Et je me suis dit non, hop, tu mets ton ego de côté, je suis là pour apprendre quelque chose et surtout mon état d'esprit, c'est qu'est-ce que je peux apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place même avec tout le monde, avec mes stagiaires, mes équipes. C'est je peux apprendre quelque chose, au moins une chose d'un être humain différent, de chaque être humain. Et du coup, la deuxième étape de cette équation inversée, c'est un truc qu'on fait très peu. C'est maintenant qu'on a défini nos objectifs, c'est quels sont les sacrifices qu'on est prêt à concéder pour réaliser ces 5 objectifs-là. Souvent, on va se concentrer sur, si je pose la question, si je fais un sondage dans la population française, qui veut devenir millionnaire? Je pense que j'aurai peut-être 99,9% des gens qui répondront oui. Il y aura toujours 0,1% qui veulent, qui veulent faire les différents et qui vont dire non. Mais 100% des personnes, s'ils avaient une baguette magique, je vais leur dire ok, tu veux devenir millionnaire? Oui. Mais est-ce que vous êtes prêt à travailler 15 heures par jour pour avoir un salarié de joueur de foot? Est-ce que vous êtes prêt à subir la pression médiatique, la pression des gens dans la rue, la pression des gens que vous ne connaissez pas qui vont vous critiquer? Est-ce que vous êtes prêt à, si vous avez envie de trouver l'amour, à vous prendre 10 râteaux par soir pendant je ne sais pas combien de temps? Donc l'idée là, c'est on va inverser comme ce qu'on a fait pour les 5 objectifs, c'est de noter pour chacun de ces 5 objectifs quel est le sacrifice que je suis prêt à concéder pour y arriver. Et là, je vais vous laisser à peu près 2-3 petites minutes pour vraiment penser à ça. Perdre 10 kilos, il y a forcément des sacrifices. Que ça soit sur son temps, que ça soit sur la souffrance, accepter
des personnes qui vous connaissent pas, qui arrivent au bout de 6 mois, qui disent « Ah bah ouais, t'es sûr, t'as perdu 10 kilos, ça se voit pas ». Ça, c'est des choses qui blessent. Et on va voir après, dans l'étape suivante, comment on peut transformer ça en objectif, mais surtout quels sont maintenant les sacrifices. Et c'est tout à fait OK de se dire « Ah ben non, je ne suis pas prêt à faire autant de sacrifices pour ces objectifs-là », mais dans ce cas-là, il faut juste réajuster l'objectif. Faire une vidéo par jour pendant 365 jours, j'ai conscience des sacrifices que ça va me demander. Mais si jamais mon objectif c'était d'avoir un lifestyle un peu plus équilibré, de voir mes amis tous les soirs, de voir ma famille, etc., je reviendrai probablement dessus et je modifierai en une vidéo par semaine par exemple. Donc ça, c'est ce que j'appelle la méthode inversée pour se fixer des objectifs. Au lieu de se focaliser uniquement sur ce qu'on veut, se focaliser aussi sur ce qu'on est prêt à accepter. Faire une vidéo par jour, je sais que c'est quelque chose sur laquelle j'ai énormément travaillé, c'est accepter de se faire critiquer, d'avoir des commentaires négatifs de personnes que vous ne connaissez pas. Et là, je sais qu'il y a des gens ici qui font du contenu en ligne et qui savent ça, et c'est quelque chose qui est inévitable à partir du moment où on atteint des personnes, des milliers de personnes. Il y a des personnes qui ont 12 ans, il y a des personnes qui ont 12 ans dans leur tête, mais plus sur leur carte d'identité. Il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, il y a des personnes bourrées qui vont commenter, et ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Pas de questions sur ce défi numéro 2 ou numéro 3 plutôt? Quelqu'un voudrait partager un exemple avec nous? Oui, Anne-Sophie? Moi, j'ai noté comme objectif ces changements professionnels pour devenir professeur de chant, interprète, etc. Et du coup, c'est beaucoup déjà de temps à passer dans l'organisation, il faut vraiment y accorder beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Il faut sacrifier, tu en as parlé, son perfectionnisme, si on essaie de se mettre en vidéo, etc. Il faut sacrifier et son perfectionnisme, mais aussi, comme tu as dit, la critique de l'image, de son chant, sa pédagogie, vraiment tout ce qui est lié à l'ego, à l'intime, à ce qu'on est. Et aussi se créer une discipline et une organisation, vraiment un planning. Voilà, c'est parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a plus un patron au-dessus que niveau timing. Yes. Exactement. Merci Anne-Sophie. Hop. Du coup, je vais vous proposer de passer, c'est probablement l'étape la plus intéressante et la plus spectaculaire dans les différents niveaux de ce processus de formation. C'est les 3 étapes pour dépasser ses peurs et ses blocages. C'est souvent quand on va se lancer dans un exercice de développement personnel, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur ses objectifs et dès qu'on a la moindre difficulté, on a tendance à se décourager. Les difficultés, il y en a plusieurs, 3 types principaux. D'abord, c'est la critique, un entourage qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs, nos objectifs, qui va nous critiquer. Ensuite, c'est notre perfectionnisme. On va faire face à un perfectionnisme où on ne va pas accepter dès le début de ne pas être parfait, de sortir un produit qui n'est pas parfait, de ne pas s'exprimer tout de suite de manière qu'on veut. Quand on commence le sport, c'est voilà, si en développé couché, oui, quelle est la méthode miracle pour soulever 120 kg? C'est de commencer par 10, après 15, 20, 30, etc. Donc, accepter ce processus de difficulté et surtout tous les blocages qu'on va avoir qui peuvent être soit internes, soit externes. Et la première étape, c'est de noter toutes ces peurs par rapport aux objectifs. Ok, je veux par exemple devenir prof de chant, quelles sont mes peurs? J'ai peur qu'un jour un client me dise c'est nul ce que tu fais. J'ai peur qu'ils me disent ta formation est trop chère. J'ai peur qu'ils me disent mais quelle est ta légitimité? J'ai peur de ne pas faire assez d'argent et de pouvoir payer mes frais. J'ai peur. Et notez toutes ces peurs-là parce que c'est des choses qui sont inévitables. On pense souvent qu'il y a un processus miracle, qu'il y a des personnes au-dessus des autres ou qu'il y a tout simplement un processus magique. Ok, je vais créer ma boîte demain et que ça va se passer hyper bien. Ça ne se passe jamais hyper bien. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui vont arriver sur la route. Et surtout quand on va les anticiper, et si vous manquez d'idées, allez juste rencontrer des mentors ou des personnes qui ont déjà réalisé ces objectifs-là ou étudier leur parcours et vous allez voir toutes les embûches et notez-les.
Et je vais vous donner des exemples. Typiquement, je ne sais pas, par exemple, une destination par mois. Avant, je voyageais très peu. Et une de mes plus grandes peurs, c'était de me faire voler mes papiers et mon sac. Et bon, je vois qu'il rigole parce qu'on était à Barcelone cet été et que je me suis fait voler mon sac avec tous mes papiers. Mais je l'avais anticipé. C'était le pire des trucs qui pouvaient m'arriver. Donc, what else? Enfin, c'est une fois que je l'avais anticipé, j'ai coché la case comme si c'était un objectif de vie. Je fais OK, c'est inévitable. Parce qu'à partir du moment où je faisais attention à mes affaires, à partir du moment où voilà, enfin, j'avais rien à me reprocher, c'était pas dans ma zone de contrôle. Et que ça arrive ou que ça n'arrive pas, voilà, enfin, j'ai fini par prendre un bus et puis après le train pour passer la frontière. Mais c'est quelque chose dont j'avais vraiment peur, ça m'inquiétait. Et comment je vais faire et tout si je me retrouve dans une île ou dans un pays étranger, rester un mois, etc. Bah, c'est arrivé et franchement, j'en rigolais. Enfin, j'ai mis une demi-heure avant d'en rigoler, mais j'en ai rigolé juste après. Pareil, se faire critiquer. Quand on va sortir, avant de lancer, je devais lancer ma campagne de crowdfunding. Je ne sais pas si tout le monde est au courant du projet Comfort Zone Heroes. Oui. Avant, je devais le lancer. Je vais vous faire, j'en ai jamais parlé, mais je devais le lancer en novembre. C'était prêt. Toute la page était prête. Le discours, on avait travaillé dessus avec mon équipe. Tout était prêt. C'était lundi matin. Et la veille, il y a un reportage sur David Laroche, sur Franck Nicolas, etc. Ils se font défoncer. Le milieu du développement personnel en France, voilà, ça a fait un truc, un boom. Et j'avais plein de doutes. J'étais là, ça m'a remis en question. Et je n'avais pas anticipé ça. Et j'aurais dû le faire quelque part. Si je l'avais anticipé de me faire critiquer, etc., que les gens, ce qui est normal en fait, parce que 95% de la population devrait nous critiquer d'être là. Je suis sûr qu'il y en a certains qui n'ont pas dit à leurs proches ou aux gens qui sont dans une conférence de développement personnel. Parce que, ah oui, fais gaffe, il y a des sectes, etc. Ils racontent des conneries. C'est normal. C'est normal que les gens pensent ça. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a tous ici un concept qui nous anime. C'est qu'on est à 100% responsable de notre destin. C'est qu'on est à 100% responsable de ce qui va nous arriver et qu'on peut influencer notre destin. Et vous imaginez dire ça à quelqu'un qui a peut-être, on s'en fout de l'âge, mais qui a peut-être 40 ans, 30 ans derrière lui d'expérience, qui se plaint tout le temps des politiques, qui se plaint du pays, qui se plaint de ses proches, de son enfance, etc. De lui dire non Coco, c'est peut-être toi qui es responsable de tout ça et tu aurais pu tout modifier. Ah, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous dire, ben non, soit tu as un connard et tu as quelque chose à me vendre, ce qu'il va me dire à moi, soit vous, pour assister à des conférences de développement personnel, attention, tu te fais manipuler, etc. Ou tu es un rêveur, ou tu lis encore tes conneries. Ce qui est normal, c'est juste légitime. On a tous besoin de rationaliser et de scénariser là où on en est dans la vie. Bah, sinon, ça serait tellement violent, et parfois c'est violent. Vous imaginez, quand je cherchais un job, quand je passais des entretiens d'embauche, j'ai un concept. C'est que le racisme n'existe pas. Dans ma tête, ça n'existe pas. Je crée mon monde, je crée mes règles du jeu. Pour moi, si je ne suis pas pris, c'est que je ne suis pas assez bon. Point barre. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 3%, 30% de racisme, etc. Je n'ai pas fait de sondage, je m'en fous. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Mais à partir du moment où je me prépare, je fais mon CV, je répète pour aller dans un entretien d'embauche, je suis à 100% responsable. Et je vais tout le temps me remettre en cause si je ne suis pas pris. Et ça, dire ça à d'autres personnes qui se donnent comme excuse, et je le faisais avant, et j'ai des amis qui le font, ils se donnent comme excuse, oui, le racisme, je ne trouve pas de job parce que voilà. Il y a toujours des exemples pour démentir ça, et il y a toujours des gens qui vont forcément créer leur réalité, créer leurs règles, et tu ne peux qu'atteindre l'objectif avec tes règles. Si tu es persuadé que tu ne peux pas réussir à cause de telle ou telle chose, et je le fais encore moi, parfois en rationalisant avec mon passé, avec mes parents, en disant oui, j'ai une enfance d'enfant battu, etc. Bon, si j'arrive pas à m'attacher aux gens, aux personnes, dans les relations, c'est que c'est normal. Je fais ta gueule. Arrête de rationaliser le truc, tu es à 100% responsable. Maintenant, tu es un adulte et c'est à toi de rationaliser ça. Donc, je disais, notez toutes ces peurs. Est-ce que tu as envie de partager par exemple avec nous une de tes peurs par rapport à tes objectifs? La peur de ne pas être assez performant, par exemple. C'est la raison de voir faire une conférence comme tu fais là maintenant, mais c'est cette peur de ne pas être assez performant et de ne pas avoir un résultat assez qualitatif par rapport à ce que tu veux en fait. D'accord, ouais. Et il faut surtout le mesurer ça. Parce que ne pas être performant, c'est par rapport à qui? C'est souvent par rapport aux autres. Et j'étais…
Ouais. Par perfectionnisme, par le fait de ne pas être assez performant. Ouais. Moi, j'ai ça aussi. Je suis jamais content de moi. Tout ce que je fais, pour moi, j'ai cette excitation-là du début. Et puis après, je passe à autre chose. Mais le fait déjà de l'anticiper, de le mettre comme objectif, juste à côté de l'autre, et de faire une case à chaque fois qu'on a ce sentiment-là, une case à chaque fois qu'on va se faire critiquer, une case à chaque fois qu'on va avoir un commentaire d'une personne dans son entourage en disant « Ah, tu fais toujours ton sport et tout, t'es sûr, tu veux pas manger avec nous une raclette ?» etc. Et faire une case, je suis sur la bonne route, c'est normal que j'ai ça parce que j'ai décidé d'être dans le 1% de la population qui se bouge et c'est normal que les autres essayent de remettre en cause ma vision et mes actions. C'est normal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ils ont aussi raison de rester dans leur réalité, etc. Je ne dis pas que tout le monde doit faire du développement personnel, surtout pas. Il y a des gens, s'il y avait une drogue que je pouvais prendre pour être heureux avec un scénic, un labrador et une maison dans la campagne, je la prends tout de suite. Elle est où? La pilule, je la prends. Mais je n'ai pas choisi mon passé, je n'ai pas choisi certaines expériences et j'ai quelques valeurs, j'ai une vision, je veux créer des choses dans la vie. Et du coup, si je ne les mets pas en place, je suis tout le temps frustré. Et donc, c'est normal au bout d'un moment que je ne sois pas heureux avec certaines choses. Et je pense qu'une majorité d'entre vous qui êtes là dans cette salle, c'est que vous avez envie de sortir du mode de vie par défaut et de créer des choses et d'influencer des choses dans votre destinée. Quelqu'un d'autre a envie de, par exemple Karen, une peur? La peur par rapport, je vais aussi ouvrir un blog, en plus de ma page Instagram. Et le blog, c'est plus la peur de ne pas avoir le temps, d'être mal organisé, pas assez de contenu et de ne pas plaire aux autres. Ok. Et ça, oui, ça va arriver. Tout ça va arriver. C'est vraiment des choses intermédiaires. Et le fait de les anticiper, c'est déjà, il y a deux types de peurs. Il y a des peurs qui sont complètement irrationnelles, qui n'arriveront probablement jamais. C'est juste dans notre tête. Et il y a d'autres peurs qui sont inévitables. Comme le fait, moi j'étais persuadé que si je faisais, au début, si je parlais, je disais, ok, tous les coachs de développement personnel, ils parlent de vous, ils donnent des ordres aux autres. Donc moi, si je ne le fais pas, si je parle de nous, je ne vais jamais me faire critiquer. Ben non, tu as toujours quelqu'un qui va sortir, ouais, arrête avec tes leçons de vie, etc. Et tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben non, tu n'as rien fait de mal, tu es juste dans ta direction. Et en fait, je vois ça comme un curseur qu'on va régler quand on choisit ses objectifs. Et peu importe comment vous allez régler le curseur, il y aura toujours de l'autre côté des gens à qui ça ne va pas correspondre. Et peu importe, c'est un truc à 360 degrés. Ce n'est pas un curseur comme ça où on va plaire à tout le monde et comme ça où on va déplaire à tout le monde. C'est un truc qui va tourner. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais là, il y a des autres personnes de l'autre côté. Si on choisit d'être là dans tel objectif, il y a ces personnes-là à qui on ne va pas correspondre, etc. Et c'est un truc à 360 degrés. Donc, c'est d'où l'importance de définir ses objectifs et de savoir où on en est. Parce que l'objectif de plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Et vouloir à chaque fois, et c'était l'une de mes plus grandes difficultés, j'ai commencé, pour vous dire, j'étais très timide, et j'ai commencé par l'intelligence relationnelle, notamment la séduction. Je sais que les mecs ici, on est beaucoup, quand on avait 18 ans, très timides. Voilà, c'est le truc qui nous a mis dans le développement personnel. Et à partir du moment où je me prenais un râteau, je me disais, bon, je ne suis pas encore assez bon, je dois améliorer certaines choses. Là, cette situation, je ne l'ai jamais analysée, etc. Alors que non. Plaire ne serait-ce qu'à 5% des filles dans la population, mais c'est énorme. Et surtout, une fois qu'on a nos valeurs, ou les garçons, bien sûr, je parle à chaque fois de moi, mais une fois qu'on a défini notre destinée, le fait de déplaire à certaines personnes, ça doit nous conforter qu'on est sur la bonne route, et heureusement. Oui. J'ai une question, quand tu as dissocié tout à l'heure, c'est super intéressant, parce que noter toutes ces peurs, c'est super, mais du coup, comment tu dissocies tes peurs effectivement irrationnelles et tes peurs, entre guillemets, inévitables, des trucs qui vont t'arriver pour te dire, bah ok, je pallie à tous les scénarios en amont pour être sûr, parce que des trucs irrationnels, genre tu dis, en gros, tu veux voyager, je sais pas, tu vois. C'est pas... dissocier les trucs qui effectivement n'arriveront pas, qui toi pourtant te bloquent. Et pourtant, c'est pas des trucs probables. Tu parlais tout à l'heure de te faire rouler ton sac, c'est pas non plus ultra probable. Mais ça arrive. Ouais, ça arrive. Statistiquement, ça arrive. Mais typiquement, quelque chose de très peu probable, c'est aborder quelqu'un dans la rue et se faire tuer par quelqu'un de sa famille. Ça arrivait. Ouais, mais ça arrivait. Pourquoi on a peur de ça? C'est parce qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années,
on vivait en tribu, et aller parler avec la mauvaise personne de la mauvaise tribu, bah, tu pouvais te faire tuer par le chef de tribu. Donc tu avais peur de te faire griller. Il y a des études, plein d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus sur les dynamiques sociales, mais typiquement, voilà, enfin, il y a vraiment des peurs qui sont irrationnelles. Comment on peut les dissocier? Je n'ai pas de méthode miracle, mais dans tous les cas, on peut toutes les noter et on va tout de suite voir qu'il y en a certaines qui vont revenir, certaines qui ne vont jamais revenir. Mais même si c'est irrationnel, même s'il y a 0,001% de chance que ça arrive, vaut mieux l'anticiper et garder sur un papier. Vous voyez, c'est vraiment un sentiment de puissance quand on se dit 2 ans après, ça je l'avais prévu. Tu vois, là je suis sur la bonne route. Et tout de suite, ça va inverser un peu la tendance de « yes, ça ne se passe pas comme je veux, etc. » Ça ne sera jamais comme ça en fait, c'est toujours comme ça avec des hauts et des bas. L'exercice 2, c'est, on l'a déjà vu, transformer ses peurs en objectifs. C'est une fois qu'on les a notés, on revient à notre liste des objectifs et on met en dessous tout ça, comme des paramètres. On a vu tout à l'heure qu'il fallait des objectifs mesurables en termes de temps, en termes atteignables et réalistes. Maintenant, ces peurs-là, on va les mettre juste en dessous de ces objectifs-là. Ok, me faire critiquer par 5 personnes, yes, done, je viens de décrocher un badge. Niveau suivant, et c'est exactement ça qui rend la chose plus amusante. Parce qu'imaginez un jeu où il n'y a aucun intérêt d'y jouer. Je vous dis, ok, on va jouer à un jeu, peu importe ce que tu fais, tu vas gagner. Et personne n'aura envie de jouer à ce jeu-là. Mais c'est marrant, une fois qu'on va être dans notre vie, dans notre développement personnel, et ben dès qu'on a la première difficulté, on se dit qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Alors que non, tout fonctionne bien et on peut se tromper aussi. On a le droit à l'erreur, on a le droit d'être mauvais. Parce que souvent aussi, petite parenthèse, on va se dire, je ne suis pas assez bon, mais il faut s'autoriser de ne pas être bon. Avant de soulever 200 kilos, comment tu veux, enfin souvent, tous les articles, si je tape sur Google, c'est voilà, comment générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comment avoir plus confiance en soi, etc. Et on veut tout de suite, ok, lire l'article, pratiquer peut-être pendant 5 minutes et y arriver. Bah non, tu vas être mauvais, tu vas te faire critiquer, tu vas avancer, etc. Et c'est le seul processus pour avancer. Et enfin, on va tous signer un contrat, je vais vous le dicter, qui est un contrat sur « j'arrête de rationaliser ». Et ça, on le fait tous. J'en parlais tout à l'heure. On a tous tendance à rationaliser pourquoi on ne fait pas telle action, pourquoi on n'atteint pas tel objectif, pourquoi je vais ces objectifs-là les modifier par la suite, alors que maintenant, à l'instant T, quand on va sortir d'ici, on est tellement dans un mood « yes, c'est ça que je veux faire, c'est ces objectifs-là ». Mais d'ici 6 mois, ouais, mais de toute façon, c'était pas pour moi un blog, plus personne lit les blogs aujourd'hui, etc. Et on va se donner des excuses. Donc, signer un contrat avec soi-même, on va dire je sous-signé, prénom, nom, là actuellement, vraiment l'écrire noir sur blanc. Je m'engage à ne pas m'inventer d'excuses et à ne pas rationaliser. La non-atteinte de mes objectifs, de mes 5 objectifs. Je sous-signais mon nom, prénom. Je vais le faire avec vous d'ailleurs. M'engage à ne pas me trouver d'excuses et à ne pas rationaliser la non-atteinte éventuelle de mes objectifs durant les 12 mois à venir, de mes 5 objectifs. Et j'ai fait un contrat de ce type quand j'ai quitté mon travail en juillet dernier, où
Goodbye Comfort Zone n'est pas la première entreprise que je monte. J'ai monté une entreprise quand j'étais encore étudiant en 4e année, que j'ai plantée en 6 mois, parce que justement, j'étais tellement content d'avoir monté une entreprise et je le disais, tu fais quoi dans les bars? Ah, je suis entrepreneur, etc. Alors que je ne prospectais pas. La moindre difficulté, voilà, je me donnais des excuses, oui, mais la régie publicitaire avec laquelle on a dû signer, finalement, le contrat, il n'était pas… Je rationalisais. Et le fait de se dire qu'on est à 100% responsable à l'instant T de l'atteinte ou de la non-atteinte de ces objectifs-là, c'est quelque chose de puissant. Si jamais ça change et on a le droit d'évoluer, de changer d'avis, etc., il n'y a aucun souci là-dessus. Mais juste, il faut pouvoir se voir, on va dire, dans la face et pouvoir juste se dire, ok, c'était trop ambitieux pour moi, j'étais pas bon là-dessus, ou j'ai négligé tel aspect ou tel aspect. Finalement, notre objectif à tous, c'est quoi? C'est d'être heureux au final. Donc, se poser des limites, des contraintes qui vont nous rendre malheureux, ça ne sert à rien. Mais par contre, rationaliser des choses, des objectifs qui sont importants pour nous et rationaliser le fait de ne pas les atteindre en se trouvant des scénarios en disant oui, mais moi, mon passé, etc. Oui, mais moi, je suis timide à la base. Oui, mais pour moi, c'est plus difficile parce que j'ai des gros os ou parce que j'ai une physiologie qui consomme l'énergie un peu plus lente, etc. Tout ça, c'est des rationalisations. Oui, mais j'y arrive pas parce qu'il y a du racisme en France. Tout ça, c'est des choses qui sont de la rationalisation. Et on va essayer du coup d'être responsable via ce contrat. Et je vous invite, moi, je sais en tout cas que je vais en refaire un, arriver chez moi et je vais l'encadrer. Et je vais le mettre quelque part où je peux le voir tous les jours. Parce que c'est hyper important. C'est simple, mais c'est hyper important. C'est comme je me suis fait tatouer ici, le logo de Goodbye Comfort Zone. C'était un de mes défis de 365 jours. Et c'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. Et honnêtement, je pense que j'aurais probablement déjà abandonné ça si je ne l'avais pas fait. Et je ne vous dis pas à tous qu'il faut faire un tatouage juste en sortant d'ici. Mais ce contrat-là, c'est la version, on va dire, light de ce tatouage. Parce que je vous jure que parfois, j'avais envie d'abandonner, mais je prends une douche. Je ne fais pas attention parce que quand on a un tatouage, depuis 2 ans, on ne le voit plus. Mais parfois, on a un déclic et on le voit. En fait, pourquoi je l'ai fait? Ok, bah maintenant, tu as le choix. Soit dans 10 ans, tu dois expliquer aux gens pourquoi c'est quoi ce tatouage-là, pourquoi j'ai un canapé tatoué sur la cheville, ou alors c'est juste évident et les gens savent pourquoi. Et maintenant, c'est évident. Tous les gens qui me connaissent, ah ouais, tu as fait tatouer Goodbye Comfort Zone. Et du coup, et on s'est moqué de moi au début. Mes amis, ils avaient fait une intervention sur Facebook. Ils ont fait SOS, Anil pète un câble et il s'est tatoué un canapé sur sa cheville. Et je me suis dit, ok, bah si Steve Jobs s'était tatoué une pomme il y a 30 ans, et que après, est-ce que les gens vont dire ah ben non, t'as une pomme? Non, t'as Apple. C'est logique. Et c'était exactement dans cette notion-là que je l'ai fait. Voilà donc pour le niveau 2 qu'on vient de compléter. Maintenant, c'est la partie que j'adore. C'est de créer un environnement de jeu. Quel est l'intérêt de se dépasser, de faire tant d'efforts si on ne peut pas s'amuser sur la route? Quand on va passer d'un point A à un point B, mathématiquement, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ou des ingénieurs, mais mathématiquement, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. Donc ce discours-là, comme quoi il faut se défoncer, il faut faire des sacrifices, etc., moi je trouve ça un peu dommage et ridicule, parce que si on ne s'amuse pas sur la route, si on ne prend pas plaisir, quelle est la raison pour laquelle on va faire du développement personnel, du développement professionnel, de l'amélioration de soi, du sport, améliorer sa nutrition? Il n'y a aucune raison. Si c'est pour être malheureux, et parfois, dans mes meet-ups que je faisais au début, je rencontrais beaucoup de personnes mais qui subissaient leur vie, qui étaient là, ouais, je viens de lire un livre, c'est un peu dur, etc. Et j'étais là, non mais j'ai pas envie de ressembler à ça. C'est pas le truc, c'est pas ça. Si on s'amuse pas à faire ça, je vois pas ce qui peut être plus amusant que d'être maître de sa propre vie. On me demandait souvent, on me le demande de moins en moins, mais pourquoi tu fais des défis, pourquoi tu fais du développement personnel? C'est marrant, mais je trouve ça, je sais même pas quoi répondre. Parce que quelqu'un qui fait du foot, on va pas lui dire bah, pourquoi tu cours avec 22 mecs en short t-shirt derrière un ballon. Non, c'est normal, etc. Et je trouve ça un peu aberrant qu'on puisse comprendre plein de choses comme le foot, comme le sport, c'est de plus en plus maintenant accepté. Ça l'était moins, notamment la musculation, la remise en forme dans les années 70-80. Maintenant, c'est quelque chose d'évident. Et je suis convaincu que le développement personnel, ça va aussi devenir quelque chose d'évident. Pour ceux qui connaissent le modèle de la pyramide de Maslow,
Une fois qu'on a atteint ces objectifs primaires, qui sont la nourriture, la sécurité, un logement, etc., on va chercher un besoin d'appartenance à un groupe. Et on va chercher un besoin de signifiance, de quelque chose de plus grand que nous, de s'accomplir en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est amené de plus en plus à évoluer, que ce soit maintenant dans les pays en Occident ou dans d'autres pays en voie de développement ou avec la mondialisation. Je suis un optimiste, ça va être amené à changer d'ici quelques années. Et donc, comment on va transformer quelque chose de chiant? Parce que les objectifs là qu'on a notés, faire une vidéo par jour, va t'amuser avec ça. Hein. Ou une destination par mois, c'est un peu plus amusant, j'avoue, mais il faut le faire aussi. Eh bien, il y a 8 mécanismes de la gamification. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire le mot gamification? Gamification, ça vient de l'anglais game, et c'est le fait, il y a certains Français ou Québécois qui appellent ça de la ludification, c'est le fait de rendre amusant certains process qui ne le sont pas à la base. Et c'est énormément à la mode en entreprise, et je fais de plus en plus de conférences d'ailleurs là-dessus, sur la gamification du management, la gamification du leadership, comment engager ses salariés pour qu'ils s'amusent tout en se dépassant, comment transformer ces processus de prospection commerciale pour que ça soit un peu plus amusant et surtout mesurable pour les forces commerciales. Donc c'est quelque chose qui est tendance dans le milieu d'entreprise et j'aimerais bien apporter ça dans le milieu du développement personnel et c'est pour ça qu'à chaque fin de mon article ou à la fin de chacune de mes vidéos, je dis la chose suivante: la vie est un jeu. Goodbye Comfort Zone. C'est vraiment là-dessus où j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice dans le développement personnel. C'est rendre un processus de transformation personnelle plus amusant. Et on a 8 leviers de la motivation qui sont utilisés chaque jour à notre dépendant par les scénaristes de jeux, de séries, par les publicitaires, par plein de choses au quotidien pour nous engager et influencer notre comportement. Est-ce qu'il y en a certains ici qui ont commencé la formation gratuite de 10 jours sur mon site? Très bien. Il n'y a que 2 personnes. Je vous la recommande vivement. Franchement, avant Comfort Zone Heroes, c'est l'un des trucs, les meilleurs trucs que j'ai fait. Et je ne veux pas vous spoiler, mais c'est un peu un truc à la Matrix où il y a un code secret à déchiffrer. Il y a plein de possibilités, ça évolue de plus en plus. Et il y a quelque chose qui est complètement caché. Il y a 50% du contenu qui est caché et qui sera débloqué via cette formation-là. Donc c'est simple, vous allez sur le site internet Goodbye Comfort Zone. Et vous avez un questionnaire de 10 questions, vous y répondez et après vous découvrez votre force intérieure, votre force secrète. Et pendant 10 jours, chaque matin, vous recevez un email pour savoir faire un point déjà sur ces 8 mécanismes. Et à la fin de chaque email, il y a un indice secret pour déchiffrer le code ultime de Goodbye Comfort Zone. Et je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, c'est un truc à faire et surtout, vous allez voir chacun de ces mécanismes en détail et surtout comment l'utiliser dans son développement personnel pour se dépasser tout en s'amusant. Mais là, immédiatement, on va voir 4 de ces mécanismes. D'abord, la vocation. C'est avoir un grand pourquoi qui va accompagner ses objectifs et ses actions. Là, on a vu tout à l'heure les 5 objectifs qu'on s'est fixés. Mais statistiquement, sur cette salle-là, il va y avoir 90% des personnes qui vont se démotiver s'ils ont juste ces objectifs-là et si avec il n'y a pas un grand pourquoi. Ok, je veux perdre du poids. Pourquoi je veux perdre du poids? C'est trouver un grand pourquoi. Ok, c'est pour me sentir mieux dans ma peau et pouvoir avoir plus d'intimité avec mon conjoint. C'est pour avoir plus d'énergie pour mes enfants le soir et me sentir moins fatigué. C'est vraiment donner un grand sens à ces actions. Et je vous invite maintenant à faire cet exercice-là avec chacun des 5 objectifs. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais il faut souvent se poser plusieurs fois de suite pourquoi. Pourquoi je veux faire une vidéo par jour? Pour communiquer mes valeurs, oui. Mais pourquoi tu veux communiquer tes valeurs? Pour inspirer d'autres personnes. Pourquoi tu veux inspirer d'autres personnes? Parce que je trouve que c'est la chose la plus extraordinaire de recevoir des messages et des témoignages de personnes qui me disent 6 mois après, tu t'en rends pas compte, mais tu as transformé ma vie. Parce que grâce à ta vidéo que j'ai vue et tout, ou telle chose ou telle formation, j'ai mis ça en place et aujourd'hui, je suis fier d'avoir tel et tel résultat. Pour moi, quand je me suis lancé dans Goodbye Comfort Zone, je n'avais pas du tout pour
j'avais pas prévu ce qui va se passer après. C'était vraiment pour moi-même. J'ai partagé mes objectifs, pas de conseils. Et c'est arrivé de plus en plus quand on me demande des conseils, quand on me demande des choses, tu n'as pas une formation, etc. Et surtout recevoir des messages d'un gamin de 15 ans qui vous dit qu'il va se suicider et qu'après, genre 6 mois après, il vous envoie un message tous les mois, j'ai lu tes livres et tout, merci, maintenant je pense comme ça et tout différemment, maintenant j'ai ce rapport-là avec mes camarades qui est totalement changé alors qu'avant je pensais que j'étais une victime. Je vous promets qu'il y a, pour moi en tout cas, parce que chacun ses valeurs, chacun son combat, certains c'est l'humanitaire, certains c'est l'entrepreneuriat et créer de la valeur par la suite pour en faire ce qu'ils veulent d'ailleurs. Moi c'est influencer des destins. Et ça, c'est mon grand pourquoi je veux faire une vidéo par jour, pourquoi je veux atteindre 100 000 personnes, pourquoi je veux avoir 200 inscrits minimum d'ici la fin de l'année à Comfort Zone Heroes. Donc, c'est mon grand pourquoi. Pour visiter une destination par mois, pourquoi moi, j'ai un grand pourquoi, ça va vous paraître un peu, pour certains, extrême, mais je vous ai fait un pitch en début de cette conférence-là en vous disant je me rappelle ce jour de 2006, je le connais par cœur. Je l'ai fait dans un TEDx, etc. Et j'aime bien commencer mes trucs avec ça. Pour commencer les conférences, c'est un peu ma zone de confort qui me permet de me mettre dans le jeu. Mais un truc dont j'ai jamais parlé, c'est qu'il y a eu un jour, et c'était un jour de 2008 ou 2009, où je sortais pour la première fois dans une soirée étudiante. J'étais encore très timide, j'étais pas du tout intégré dans la fac, je parlais avec presque personne dans mon amphithéâtre. Il y avait cette soirée étudiante et j'ai décidé d'y aller tout seul. Et j'arrive, je commence, personne ne me parle, tout le monde s'amuse, ils dansent et je ne comprends pas comment les gens, comment ça fonctionne. J'étais frustré. Comment ça se fait qu'ils se sont fait des amis? Comment ça se fait que telle personne elle ait du succès, qu'elle soit populaire? Comment ça se fait que personne vient me parler dans le bar? Je commence à boire le premier verre, le deuxième verre et puis j'étais tellement mal comme ça. Vous savez, quand vous avez l'impression que tout le monde vous regarde dans le bar, vous avez le regard et tout, et que ce n'est pas votre place et que vous êtes là. Enfin, c'est une sensation tellement horrible que je suis allé m'enfermer dans les toilettes. Et j'ai eu ce discours en face du miroir avec moi-même. Je me suis dit, ok. Et à l'époque, j'avais vraiment des pensées suicidaires. Et je pense que je suis passé à ça honnêtement de le faire. Mais ça a été tellement un moteur pour moi, parce que je me suis regardé ce soir-là dans le miroir et je me suis dit, ok mec, tu peux en finir dans une semaine, on fait un deal. Mais dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que vont penser les gens de toi maintenant, etc. Si tu vas en finir dans une semaine, tu peux tout finir. Mais à partir de ce soir, tu vas t'éclater. Fais tous ces trucs-là et surtout fixe-toi des objectifs. Je vais parler à 5 groupes, peu importe. On va me dire dégage. Okay. Premier groupe, merci. Deuxième groupe. Et vraiment des choses que je peux contrôler. Et bon, je dois vous dire aussi que j'ai bu 2-3 verres de plus. Et j'y suis allé et cette soirée-là, ça a été une révélation. Parce que j'étais là, ah t'es drôle, etc. Je parlais avec des personnes et j'étais là, ok, elles ne m'ont pas calculé, mais je suis encore là. Et je m'amuse, je danse, je danse mal, tout le monde me voit. Je suis encore vivant le lendemain. Ok, je me donne une semaine de plus, puis un mois de plus. Et puis cette force-là, pour moi, un grand pourquoi, c'est tu vas mourir. Et ça, je me le dis souvent. C'est quand j'ai peur de perdre mes papiers en voyage, je me dis, de toute façon, tu vas mourir. C'est tellement quelque chose d'insignifiant. Et malheureusement, on attend d'avoir un cancer, on attend d'avoir un accident dans notre famille proche pour avoir cette notion-là. Mais j'ai eu la chance de l'avoir parce que j'étais tellement mal dans ma vie à l'époque que j'étais tombé d'ailleurs dans les 10 ans qui ont suivi dans l'alcool et tout, etc., dans les soirées, juste une fois par semaine. Mais vous savez, quand on est étudiant, on va boire de l'alcool, etc., et faire la fête, et c'est associer directement ça à la confiance en soi. Et le jour où on arrête, on est là, on recommence à zéro, allez. Et cette motivation-là, pour moi, c'est une grande motivation. C'est tu vas mourir. Et on l'oublie souvent, on vit comme si on était éternel, comme si on était immortel. Mais on va tous mourir ici. Certains avant d'autres, d'autres après d'autres, mais si on a une chose en commun en tant qu'être humain, c'est qu'on va tous mourir. Donc, ce que telle personne qui n'a rien à voir avec ma vie va penser de moi, ce que telle chose que j'aurais pas vécu par peur de ne pas voyager, de ne pas faire d'expérience et tout, de toute façon, on va tous mourir à la fin. Donc, autant s'éclater sur la route et autant avoir le plus d'expérience possible. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est peut-être chaque jour, c'est une notion un peu plus positive de se dire « je suis encore vivant ».
mais pour moi, la notion de la mort est très très positive pour moi. Voilà pour ce premier point, l'utilisation de la vocation. Donc, c'est donner des grands pourquoi à ses objectifs, pour leur donner du sens. Et quand on se sent découragé, savoir pourquoi j'ai monté une boîte, pourquoi j'ai monté Goodbye Comfort Zone. Ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Faire de l'argent, j'ai 1 million de façons différentes pour le faire. Et je gagnais très bien ma vie avant. Et je peux reprendre un poste de directeur commercial ou directeur des ventes ou marketing et faire énormément d'argent. Non, je veux donner du sens à ça et je veux transmettre des valeurs et changer des vies. La deuxième notion, c'est celle de la progression. Et le cerveau humain, il est très mauvais pour mesurer la progression à long terme. On est bon pour mesurer les choses à très court terme. Ok, je vais manger telle sucrerie, je vais me sentir hyper bien, il y aura telle et telle hormone qui vont être sécrétées du plaisir. Voilà, je vais me sentir bien. Je vais regarder ma série, poser dans mon confort, truc instantané. Mais par contre, se dire, ok, je vais commencer du sport maintenant et peut-être dans 1 an, je vais être mieux si tout se passe bien, etc. Parce qu'on n'a jamais la certitude d'atteindre les résultats, même avec le passage à l'action adéquat et la bonne stratégie. Et c'est toujours quelque chose qu'on va adapter. Et le fait d'avoir un système pour mesurer sa progression, c'est quelque chose de commun dans les jeux. Et vous ne trouverez aucun jeu qui n'a pas cet ingrédient-là. Vous n'aurez aucun jeu où vous faites une action et vous ne savez pas si c'est la bonne action ou la mauvaise. Que ce soit un jeu d'échecs, que ce soit un jeu vidéo, peu importe, vous savez où est-ce que vous en êtes. Souvent, c'est des badges, souvent, c'est un système de points, de barres de progression. Mais dans la vraie vie, on peut le retrouver avec tout simplement une organisation, pourquoi pas quotidienne ou hebdomadaire, où on va noter ses objectifs. Ou avoir un système de papier. On va au fur et à mesure, ok, les cocher, les mettre dans une boîte pour que ça soit visuel. Moi, j'ai un système de post-it avec mes équipes. On a un grand paperboard et on a 3 cases. À faire, en cours et fait. Et je vous promets, quand vous êtes fatigué le jeudi ou le vendredi matin et que vous voyez plein de post-it et des choses qu'on a accomplies en fin de semaine, et ben ça vous motive pour terminer ce qui reste. Et on a hâte de commencer la nouvelle semaine et de remettre plein de post-it ici pour commencer à les descendre au fur et à mesure. Et ça, c'est visuel, c'est le cerveau. Il aime bien pouvoir à tout moment mesurer sa progression. Marcher par exemple, marcher plus de 5, je ne sais pas, 10 000 pas par jour, avoir un bracelet, ou maintenant c'est dans les smartphones directement, mesurer ça, c'est quelque chose d'hyper important. Quand on fait du sport, pareil, noter ses progrès. Je ne sais pas s'il y en a certains qui font de la musculation ici. Je suis sûr que vous avez peut-être un plan où vous notez un peu où est-ce que vous en êtes. Là, je soulève tel et tel truc en développé couché, alors que la semaine dernière, ou il y a 2 mois, j'étais à 20 kg de moins et on voit sa progression. Et il y a de plus en plus de logiciels, d'applications qui permettent d'avoir des choses assez sympathiques visuellement et ça motive. Et le cerveau, il aime bien ça, d'avoir cette notion de progression et surtout pouvoir la mesurer à tout moment. Troisième levier qu'on va utiliser, c'est celui de la pression sociale. Un jeu dans lequel on va jouer tout seul, il n'a rien d'amusant. Plus on va jouer à plusieurs, plus ça va être amusant. Et pareil, la raison probablement numéro 1 quand je fais des sondages pour laquelle les personnes n'atteignent pas leur objectif, ce qui revient toujours, c'est mon entourage. Ils ne sont pas dans la même dynamique que moi. Mes collègues, ils ne comprennent pas, etc. Ils ramènent des gâteaux, donc ce n'est pas facile. Et c'est directement lié à notre entourage. Et le fait d'avoir une pression sociale positive, on peut l'appliquer. Je vais vous donner tout de suite 3 choses à mettre en place. Dans la semaine qui va suivre, c'est de trouver un binôme d'excellence. C'est de trouver quelqu'un. Si vous n'avez personne dans votre entourage, il y a des gens ici dans la salle qui sont aussi venus tout seuls. Et je vous invite à aller les voir et leur dire le mot magique suivant, bonjour. C'est comme quand on était petit. Est-ce que ça te dirait d'être mon partenaire d'excellence? Je l'ai fait. Je vous jure que je l'ai déjà fait à la sortie de certaines conférences. Mais vous avez en commun déjà aujourd'hui d'avoir les mêmes ambitions, d'avoir ces mêmes choses. Et le fait d'avoir un partenaire d'excellence, ça change le jeu. Ça change. Qui ici en a déjà un? Je suis sûr que toi, avec Anaïs, toi aussi, vous deux, partenaire d'excellence. Toi aussi, c'est quoi ton prénom? Alexandre. Alexandre. Ben moi, mon partenaire d'excellence, il est là. Il s'appelle Jeff et on a tous, on s'inspire mutuellement et on s'appelle 2-3 fois par semaine parce que lui, il est à Paris. Moi, je suis à Lille.
Lui, il a un projet qui est un projet extraordinaire. Il veut faire le prochain McDonald's 100% bio et éthique et faire la première chaîne de restauration rapide. À la fois, bon, je ne vais pas te spoiler ton pitch, mais à la fois quelque chose voilà, de complètement, on va dire, je ne sais pas comment dire, pas cher. Énergétique et autour de la naturopathie aussi, avec pas mal d'ateliers pour apprendre à se soigner grâce à des huiles essentielles, peut-être un retour bien-être. Et surtout accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est là-dessus où ça n'a jamais été fait. Et comme ça, vouloir démocratiser ça. Et du coup, on a exactement les mêmes galères. Et on s'appelle, et à chaque fois, c'est marrant. Parfois, on est décalé, mais on passe tout le temps par les mêmes galères. Et on passe aussi, quand on a quelque chose qui nous arrive comme ça, ouais, je vais faire un deuxième TEDx. Et c'est le premier qu'on va appeler. Et c'est quelqu'un qui est tellement dans la même dynamique que vous, qui va être content pour vous. Parce que souvent, dans notre entourage, s'il y a des gens qui ne se bougent pas, eh ben, tu as l'impression de les déranger quand tu leur racontes un peu ce que tu as réussi à faire. Et surtout, eux, parfois, ils vont vous rabaisser, vous leur dire bah moi écoute, hier je me suis pété la gueule, c'est bien aussi. Et tu es là forcément, être dans la même dynamique avec un partenaire d'excellence, ça change complètement le jeu. C'est facile à dire comme ça paraît hyper simple, mais juste cette petite chose va peut-être augmenter de 80% votre chance d'atteindre vos objectifs. Deuxième exemple pour la pression sociale, c'est transformer un peu l'exposition aux médias qu'on a. Ça fait à peu près presque 2 ans que je ne suis plus les actualités. J'étais même pas au courant qu'il y avait une grève SNCF, c'est pour vous dire. On m'a dit fais attention au train, etc. C'est juste ici les gens à qui j'ai loué la salle. Mais je suis complètement déconnecté des trucs, je m'en fous littéralement qu'il y ait un serial killer dans l'Isère qui a tué 5 personnes, ça ne va pas changer ma vie. Et surtout, ça va tellement me déprimer que ça va toucher mon potentiel et ma volonté de me dépasser parce que j'aurai tellement l'impression que le monde va mal que je vais finalement rien faire pour qu'il aille mieux. Et c'est quelque part, c'est un cercle vicieux qu'on a tous. Et du coup, je suis exposé à 95% à des choses que je vais choisir. Je sélectionne les documentaires que je regarde, les podcasts, les vidéos, les livres. Et je suis tellement exposé, et on en parlait d'ailleurs avec Jeff, c'est qu'on vit tous les deux dans une bulle. Et parfois, on est surpris quand on croise d'autres personnes qui sont tellement négatives, on a oublié que ça existait. Et surtout, on ne se rend plus compte que 99% de la population pense comme ça. Parce que pour nous, c'est normal. Et plus ça va, plus on côtoie des gens qui ont aussi le même succès, qui ont les mêmes valeurs et qui ont encore plus de succès, etc. Et parfois même, on se sent un peu inférieur. Mais parfois, on regarde juste derrière, on se dit « Ah ouais, j'ai fait du chemin en quelques années. » Et ça, c'est de la pression sociale indirecte. Et le fait de se trouver comme ça des centres d'intérêt, des choses un peu plus positives et de s'exposer à ça, ça change aussi le jeu. Et enfin, trouver un mentor. Trouver un mentor, c'est quelque chose, pareil, d'hyper important. C'est pas simple, je vous l'accorde. Il faut déjà commencer à faire son chemin et surtout, il faut avoir de la valeur à proposer aux autres. Parce qu'aller proposer, j'ai 1 ou 2 personnes par semaine qui me demandent par message « Tu veux bien être mon mentor ?» Je n'ai pas assez de temps pour le faire et surtout… même si c'était payant, je ne pourrais pas le faire parce que je suis en train de travailler sur d'autres projets. Et pareil, si je contacte d'autres personnes en disant « Est-ce que tu veux bien être mentor ?» Elon Musk, il n'a pas que ça à foutre. Eminem non plus, il n'a pas que ça à foutre d'être mon mentor. Non, j'aimerais bien. Et pourtant, c'est des mentors indirects. Parce qu'il y a des documentaires sur leur vie, il y a des livres sur leur parcours, ils écrivent eux-mêmes et partagent via des blogs, via des contenus. Et avoir un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un sur lequel… on va pouvoir s'appuyer de manière physique et de manière réelle, mais ça peut être de manière virtuelle. Moi, mes mentors, c'est Eminem, c'est Elon Musk, c'est Steve Jobs, c'est Bouddha, c'est… non, pourquoi j'ai dit Bouddha? Je ne sais même pas qui c'est. Non, c'est Gandhi, c'est Nelson Mandela, c'est des gens qui m'inspirent dans leur parcours et qui ont déjà réalisé des choses que j'ai déjà réalisées. Et il y a des gens dans mes mentors, qui étaient avant dans mes mentors, qui sont toujours, que j'ai fini par rencontrer, comme Idriss Aberkan. Je ne sais pas s'il y en a certains qui le connaissent, mais on a fait tous les deux je suis passé juste après lui dans une conférence, dans une entreprise du CAC 40, c'était en février. Et voilà, j'étais là et tu te dis, mec, j'ai lu ton livre, t'es mon mentor et tout, tu t'en rends pas compte. Et lui, il dit, arrête, déjà tutoie-moi, viens, on va manger ensemble. Et c'est juste ouf. Et pareil avec ceux qui connaissaient Nicolas Dolto, Yann Piette maintenant, pareil. Un jour, j'ai un coup de téléphone de lui, viens, tu fais ma première partie devant 1000 personnes.
Et quand je lui ai posé la question, il me fait si tu m'avais contacté par toi-même, bah forcément, il a aussi 10 personnes ou 100 personnes qui le contactent par jour en disant ouais, j'aimerais bien t'interviewer, faire ça et tout. Mais le fait de déjà faire une première étape et de faire des réalisations, et bah finalement, c'est ces gens-là qui vont venir à vous. Et j'ai hâte, j'attends le jour où Eminem va m'appeler pour me dire salut, tu feras ma première partie au Stade de France. Du coup, voilà, 3 manières pour la pression sociale, un mentor, changer son exposition médiatique et un partenaire, un binôme d'excellence. Il y a aussi de plus en plus de clubs, de meet-up, etc. pour trouver un binôme, pour trouver quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas, pareil. Vous avez peur de quoi? Ok, qu'on me dise non. Ok, ben on va me dire non 10 fois, 20 fois, etc. Ou je vais tomber sur quelqu'un de pas assez bien pour moi ou qui va me ralentir. C'est pas grave, ça fait partie des objectifs intermédiaires des peurs et on va petit à petit trouver la personne idéale. Mais il faut juste accepter de commencer pareil quelque part. Et enfin, la peur, c'est un peu le côté obscur des choses qui sont souvent utilisées contre nous. Attention, il ne reste plus que 15 minutes pour bénéficier de telle offre. Attention, si tu perds ta vie dans tel jeu, bah, tu recommences dès le début. Et bah, la peur, faut aussi, parfois c'est bien de trouver son grand pourquoi, mais c'est bien aussi j'aime bien m'imaginer parfois sur mon lit de mort, je ne sais pas, j'espère le plus longtemps possible, à 80, 95 ans, et me dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Et j'ai cette peur-là d'avoir tellement de regrets et de me dire, bah ouais, tu aurais pu faire ça quand même. Tu vois, tu avais peur de telle et telle personne, maintenant tu vois tellement ça avec du recul que ça en paraît ridicule. Et du coup, envisager le scénario du pire peut être assez motivant. Le scénario de la meilleure chose, de ses objectifs, pourquoi on veut les faire, c'est bien. Mais le scénario du pire, ça peut être un moteur. C'est différent d'une personne à l'autre. Mais je sais, en tout cas, chez beaucoup de personnes, chez moi aussi, c'est quelque chose de très, très motivant. Et il y a eu une étude qui a été faite dans un hôpital en Australie où ils demandaient à des personnes qui étaient en fin de vie quelles étaient les choses qu'ils referaient. Ils parlaient tout le temps de regrets, de choses qu'ils n'ont pas fait. Ils ne parlaient jamais de choses qu'ils ont déjà fait, qu'ils ont regretté. C'est toujours, ok, j'aurais dû peut-être démissionner, pas faire 45 ans dans la même boîte parce que j'avais cette idée-là de projet, j'aurais peut-être dû le monter. J'aurais dû tout quitter et aller faire un tour du monde. Hop, je vais reprendre. Yes. J'aurais dû tout quitter et aller faire un tour du monde. J'aurais dû pas rester avec cette personne-là pendant 20 ans parce qu'elle ne me correspondait pas et j'étais juste avec elle par défaut parce que j'avais peur de rester tout seul ou j'arrivais pas à communiquer ou à dire aux personnes qui comptent pour moi à quel point je les aimais. C'est que des regrets. Et du coup, à côté de quoi vous risquez de passer si vous n'atteignez pas vos objectifs ou si vous vous contentez de la vie par défaut de 99% des personnes. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non? Ça va? Tout est clair? Tout ça, on fait en combien de temps? Ça se construit en combien de temps? Parce que c'est énorme comme étape. Toutes les étapes qu'il y a, il y en a 8. Donc, dans ces 8 étapes, c'est pas 8 étapes, c'est 8 leviers psychologiques de la motivation. Si on prend par exemple Facebook, il va utiliser 4 ou 5 de ces leviers-là et c'est suffisant. Par exemple, Facebook, il n'y a pas une grande vocation. On ne s'inscrit pas sur Facebook pour sauver l'humanité. Par contre, on fait de l'humanitaire. La notion de vocation, elle est très importante dans l'humanitaire. La notion de progression dans Facebook, elle est très importante. On va avoir, ok, maintenant j'ai 15 amis, maintenant j'ai 100 amis, maintenant j'ai débloqué ça, etc. Plus dans LinkedIn, j'ai débloqué tel statut expert niveau 2, etc. La notion de hasard et de curiosité est très importante dans certains jeux, réseaux sociaux. Quand on reçoit une notification Facebook, c'est comme de la drogue. Est-ce que ça va être la personne qui me plaît, qui m'a envoyé un message, ou c'est Tati Daniel qui m'a envoyé une énième invitation Candy Crush? Il y a cette notion-là de hasard. Donc ce n'est pas forcément des choses qu'il faut tout mettre en place progressivement, mais juste petit à petit, étape, se dire ok. Et j'aime bien parfois, et je l'ai encore dit il y a 3 jours, là je ne m'amuse plus en faisant ce que je fais. Et je revois mon processus, parce que je bosse énormément depuis 9 mois. Je fais tu le sais, toi, on est potes, on ne se voit plus. Tu ne m'as pas vu en 2018 à une soirée. J'ai arrêté l'alcool, je ne sors quasiment plus parce que justement j'ai mon grand pourquoi et j'ai accepté de faire certaines concessions
pour atteindre cet objectif-là. J'ai fait ok, bon, ta gueule, tu veux atteindre ça, tu ne peux pas faire ça et ça et ça. Donc maintenant, accepte de faire ça ou revois tes objectifs à la baisse. Et du coup, accepter, il y a encore une semaine, je me suis dit, là, je ne m'amuse pas. Je suis en train de faire des choses. Là, on travaille en ce moment sur le design de Comfort Zone Heroes. Je dois être tout le temps, j'ai une designeuse, web designeuse qui travaille dessus. Je dois être H24 derrière elle. Si elle me contacte sur Skype, je réponds. J'ai l'expert comptable qui me contacte, attention, la déclaration TVA. J'ai des personnes, oui, tu publies plus de contenu, etc. J'ai un stagiaire. C'est plein de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bah là déjà, je mesurais mal ma progression. Donc, je suis revenu avec un système de mesure de la progression. Je me suis rappelé pourquoi je faisais ce que je faisais, pourquoi c'était important pour moi, pourquoi faire ma comptabilité, c'était important. Pour ne pas terminer en prison, mais il y avait aussi des choses plus importantes. Et puis la pression sociale, on parlait. Voilà, je passe un coup de fil à l'autre. Salut, tu fais comment avec ton expert comptable? Et là, je remets un peu de choses marrantes dans mon processus. Mais en combien de temps? C'est petit à petit. Il faut accepter de commencer quelque part. Il faut accepter d'avoir des choses sur la route. Et surtout, ce qu'on n'a pas abordé, c'est que je n'ai pas fait une conférence sur comment avoir plus confiance en soi, comment perdre 10 kilos, comment doubler son revenu, parce qu'on est chacun différent. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le processus, comment s'amuser pour atteindre ses objectifs finaux. Pas tant l'objectif en soi-même. Et peu importe l'objectif, peu importe le process, ce qu'on a vu ensemble, toutes ces étapes-là, c'est-à-dire inverser l'équation, se demander quels sont mes objectifs, mais aussi quels sont les sacrifices que vont demander ces objectifs-là, c'est hyper important. Anticiper les blocages, les difficultés, ses peurs et en faire des objectifs, c'est une étape primordiale. Déjà, ces deux étapes-là, ça se fait maintenant. C'est soit maintenant, pour certains, je suis sûr qu'ils ont déjà complété là-dessus, ils ont déjà leur carte au trésor, leur codex qu'ils ont débloqué, ils vont pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape après, c'est petit à petit, c'est mettre en place des choses, améliorer son process, s'amuser, trouver un partenaire, etc. Ce qui prend le plus de temps, c'est les résultats. Et les résultats, tant qu'on s'amuse sur la route, on en oublie les résultats. Puis même parfois, on s'en fout et on a juste l'impression d'être chanceux. On se dit, putain, il m'arrive plein de choses et tout, j'ai une bonne étoile. Mais on oublie souvent, elle était où ma bonne étoile pendant 10 ans? Ben non, c'est juste, et on y revient, potentiel égale stratégie multipliée par action. Yes! Maintenant, le dernier niveau, c'est le code ultime qu'on va débloquer. Maintenant, on a fait plein d'exercices, on est déjà sortis tous de notre zone de confort parce que je suis sûr qui ici était venu à la conférence en se disant ok, je vais assister à quelque chose, voilà, j'espère que je vais prendre des notes, que ça va être intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner Anine en vrai, parce que je vois que des trucs écrits par lui en mode spectateur. Qui était venu avec cet état d'esprit-là avant? C'est normal. Hein. Normalement, toutes les mains doivent se lever. Même moi, je suis venu avec cet état d'esprit-là à ma conférence. C'est pas vrai. J'espère que je vais être bien. J'espère que je vais me surprendre. Et du coup, là, on va passer au niveau suivant pour débloquer un niveau bonus. Le niveau bonus, c'est, si ça vous dit, ceux qui sont disponibles, on va faire un meet-up juste après, jusqu'à 18 h dans un bar. Quelque chose de plus détendu, on va discuter, boire un verre. Mais ce meet-up-là est réservé aux uniques personnes qui vont faire maintenant un premier défi pour mettre justement le pied dans un de leurs objectifs. Et moi, j'avais prévu de faire une vidéo, de tourner la première vidéo des 365 jours ici. Mais ça, je pense que c'est pas assez une sortie de zone de confort pour moi. Et j'ai hésité jusqu'à la dernière minute de faire quelque chose d'autre. Je pense que je vais le faire parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui me connaissent, qui ont lu un peu certains de mes articles, etc. Bon, j'ai des rapports un peu compliqués avec mes parents. Je suis un ancien enfant battu. J'ai fugué de chez moi à 15 ans, puis après à 17 ans. Puis j'habite plus avec mes parents depuis l'âge de 17 ans. Puis on a gardé des rapports, on s'appelle une fois par mois. Et dernièrement, enfin, j'ai dû parler avec ma mère une fois depuis le mois d'août, avec mon père une seule fois, enfin, même pas une fois depuis le mois d'août. Et enfin, bref, il y a des choses et tout. Et ce que je vous disais et que je n'ai pas appliqué sur moi-même, c'est on est à 100% responsable de son destin. Donc là, j'avais tendance à rationaliser en me disant oui, mais etc.
c'est normal, tu as eu une enfance difficile, etc. Mais non, maintenant, ferme ta gueule. Maintenant, je suis un adulte et c'est à moi, justement. Ils ont fait de leur mieux. Tous nos parents font de leur mieux. Et j'arrête pas de leur en vouloir tout le temps, de dire si je suis comme ça et comme ça, c'est à cause d'eux. Mais putain, j'ai tellement de qualités, de choses positives que voilà, enfin, je sais plus qui disait, mais si vous en voulez à vos parents pour tous vos défauts, n'oubliez pas de les remercier pour toutes vos qualités. Donc moi, mon défi, je pense, à être là tout de suite, d'appeler mes parents et voilà, de reconnecter avec eux. Je voulais vraiment pas le faire pour cette raison. Ouais. Mais c'est ça. Hein. C'est ce que je déteste. Mon truc est, parfois je suis frustré, c'est de dire aux gens des choses et de ne pas les faire. Parce qu'au final, même pour moi, enfin, on a chacun des trucs qui sont différents, qui sont difficiles d'une personne à l'autre. Mais voilà, enfin, je l'ai fait. Voilà. Je me sens mieux. Ça fait depuis le mois d'août que je me dis je vais le faire la semaine d'après, la semaine d'après. Il y a toujours un moment pour le faire. J'ai eu l'idée de le faire pendant une conférence. Je me suis dit non, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien, etc. Enfin, tu vas le faire après. Enfin, je vais essayer de rationaliser, de me trouver des excuses, mais voilà, enfin, j'espère que vous avez aussi des idées pour des défis maintenant. Qui veut partager un défi avec nous? Une première action. Oui, Carl. Le temps que tu sois en train d'appeler tes parents, je vais commencer à écrire une lettre à ma mère, que je n'ai pas appelée depuis des années. Super. Quelqu'un d'autre en premier défi? Caroline? J'ai envoyé un mail pendant que tu étais sortie à une personne pour lui demander un rendez-vous, pour partager avec elle l'idée peut-être de mentoring ou de trouver un partenaire d'excellence. Excellent. Bravo Caroline. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'idée d'un défi qu'il peut réaliser maintenant dans la salle? Ok. Ah oui, il y en a beaucoup. On va commencer. Ok, là. Encore 10 minutes. Il y avait qui? Il y avait... Oui, toi? C'était quoi tes 5 objectifs? Changer de logement, changer de boulot, enfin, je voudrais développer les réseaux sociaux et être assidu dans le sport. Sur la question du sport. D'accord. Changer de boulot. Tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire? Non, pas vraiment. Là, j'arrête mon contrat le 6 juillet et je vais pas renouveler. Ok. Et tu avais dit l'autre, le premier, c'était quoi, les réseaux sociaux? Non, le premier, c'était changer de logement. Ok. Comment tu pourrais faire une première étape là maintenant? Pour le logement? Ouais. En démarchant des gens. Voilà. Tu as déjà regardé des annonces, appelé quelqu'un? Ouais, j'ai fait des tas de choses. Et qu'est-ce qui te bloque là actuellement par rapport à... Peut-être rien, c'est juste ça prend plus de temps. Non, c'est dans un logement social, donc on oublie toujours des barrières. Mais c'est-à-dire? On ne fait pas partie des critères et on peut en fait prioritaire. Ok. Donc ça, et donc ça, tu ne peux pas le contrôler, c'est pas dans ta zone de contrôle. Est-ce que tu peux faire quelque chose, tu penses, pour... Si, je peux, parce que je pense qu'on ne dit que des excuses en fait. Ok. Voilà, une lettre de motivation ou ce type de choses, ou un email en disant, voilà, en décrivant la situation, etc. Est-ce que ça peut être une première étape? Voilà. Est-ce que tu penses que tu pourras le faire maintenant depuis ton portable? Voilà, je peux envoyer des emails. Yes. Bravo, on applaudit. Quelqu'un d'autre? Anaïs? Plus d'idées? C'était quoi tes objectifs? Le premier, c'est que je souhaite partir à Bali en septembre, début septembre. D'accord. Le deuxième, c'est de faire une conférence avant juin 2018. Le troisième, c'est avoir une communauté de plus de 10 000 abonnés sur le podcast Lions Land. Le quatrième, c'est de créer un documentaire sur les artistes et les entrepreneurs avant décembre 2018.
Et le cinquième, c'est de développer les compétences en montage vidéo et en storytelling. Du coup, ça, c'est sur toute l'année. Ok. Montage et storytelling. Toi, tu avais trouvé un défi Ouais. là maintenant. C'est un petit, oui. Ouais. C'est un petit truc. Ok, bah, même des petits trucs, il n'y a pas de trucs spectaculaires. C'est un truc hyper simple, ça peut être juste. Je voulais tout le temps créer, etc. Mon blog, créer maintenant un compte Instagram, un compte Facebook. C'est vraiment. L'idée, c'est de débloquer, c'est de ne pas sortir de la conférence avant d'avoir juste mis un petit pas sur quelque chose, en sortant de notre zone de confort, peut-être quelque chose qu'on remet à plus tard. C'est pas, c'est peut-être par exemple faire un snap maintenant, ou quelque chose où vous engagez sur Lionsman, sur quelque chose où, je ne sais pas, un truc par exemple comme ça, c'est peut-être une idée. Ouais, mais ça te fait pas peur. Ça te fait pas peur? Ouais. Est-ce que parler devant toutes les personnes ici, ça te fait un peu peur? Peut-être. Bah, bien. Pas tout seul, si. Tout seul? Tu vas leur présenter ce que c'est que Lionsman, le podcast, les objectifs, etc. D'accord. Vraiment toute seule. Vraiment toute seule. Parce que sinon, c'est trop simple. Vous êtes tout le temps à deux. Du coup, Lionsman, c'est né il y a à peu près 1 an. On est partis toutes les deux sur Bordeaux parce qu'en fait, on était chacune de notre côté. Genre, moi, j'habitais sur Nantes et Louise est sur Versailles. Et en fait, on se sentait un peu perdus dans notre environnement. Enfin, on sentait que nos familles comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas partir à l'aventure et aller à Bordeaux. Et du coup, là-bas, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs, de personnes qui nous ont inspirés. Et du coup, on a eu l'idée de créer Lionsland. Et du coup, l'idée, c'est d'inspirer les jeunes à entreprendre des projets et à mieux se connaître en termes aussi de développement personnel. Et voilà, de base, on voulait faire la création de vidéos, la création de contenu via la vidéo. Et ensuite, du coup, au fur et à mesure des mois, on a mis la stratégie un peu plus en place. En fait, là, maintenant, on a créé un podcast. Donc, c'est des discussions entre nous deux où on parle de nos difficultés liées un peu à la vie de tous les jours et aux problèmes qu'ont en général les jeunes. Et voilà, et du coup, nos objectifs, c'est d'essayer d'atteindre un maximum de jeunes sur les réseaux sociaux, donc sur le podcast, iTunes, SoundCloud, YouTube, et voilà, d'ici cet été, créer beaucoup de contenu. Bravo. Voilà. J'espère que tu auras déjà une petite dizaine d'abonnés en plus. N'hésitez pas à nous abonner du coup. Il manque qui? Moi, oui. Alors, moi, mes objectifs, j'avais mis changer d'emploi, avoir un emploi qui va me dégager plus de temps pour mes projets personnels, écrire un nouveau livre, devenir investisseur dans des projets, donc c'est des projets en fait pour développer l'Afrique principalement, donc voilà. Et donc je suis passer à une alimentation 100% végétale. Et la dernière, donc avoir un enfant. Avoir un enfant. Bon, pour ça va, hein, j'aurais pas besoin de... Ok, on va commencer par ça. Ok, super. Ouais. Et en fait, du coup, moi j'ai déjà en fait une routine plus ou moins bien calée pour avancer petit à petit sur mes projets. Sauf que là, maintenant, trouver un truc, je pense que sans doute, ce qu'il me faudrait, c'est monter d'un cran, parce que je fais déjà plein de choses. J'écris tous les jours, justement, je me dégage. J'ai une fenêtre, par exemple, pour l'écriture. Mais t'as changé de coiffure, je te remettais pas, mais je me suis très bien de toi. D'accord, bah oui, c'est vrai. Au premier meet-up. C'est vrai, tout à fait. Et je t'avais donné un défi aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, j'ai écrit 2 livres entre-temps, mais le livre en question dont on parlait, effectivement, je n'ai pas... Enfin, j'avance dessus maintenant. Donc, c'est sur ce fameux livre que j'écris tous les jours maintenant. Et donc, du coup, j'ai des actions en tête, mais pas de
pas une première petite action. simple que je pourrais faire. Donc par exemple, j'ai pas eu le temps d'écrire ce matin, donc j'ai pris mon PC là. Donc j'avais prévu d'aller écrire. Voilà, j'ai déjà mes priorités en tête. J'écrirai aujourd'hui, c'est sûr, et donc j'ai mon PC là parce que ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire. D'accord. Voilà. Et si on sortait un peu de ces 5 objectifs-là, c'est déjà bien rodé, Ouais. c'est quelque chose, on va dire, c'est Oui. c'est déjà ta zone de confort. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire là maintenant qui te fait peur, que tu n'as jamais fait? Peut-être écrire. Est-ce que tu as un écrivain qui t'inspire? Oui, qui- oui. Est-ce que tu pourrais lui écrire maintenant un email? Genre juste pour un email de gratitude. Ah oui, bien sûr. Est-ce que Oui, tu l'as mais déjà ça, fait avant? c'est pas de. Oui, ben en fait, comme j'ai un blog de littérature et justement que je mets en avant des auteurs. Un auteur que tu admires vraiment, peut-être inaccessible Ah. aux États-Unis, etc., que tu n'oses pas déranger. Ah ben j'ai déjà fait, hein, et donc je me suis déjà fait. Non, j'ai déjà fait. Mais après, c'est pas des choses qui me font peur. Ok. Donc, On va si, trouver. on va trouver, oui. Tu devais pas partir à Dubaï à un moment donné? Je suis parti en Ok. novembre, et donc voilà. J'ai une super mémoire, je me souviens. Oui, mais oui, je vois ça. Ouais. Mais ici, je crois qu'il y a que 2 personnes, je connais pas les prénoms. Toi, c'est Ami. Ouais. Tu vois. Même maintenant, ça te surprend comment je connais les prénoms, mais tous les billets qui sont vendus, je connais les prénoms par cœur. Et la personne, je connais pas ton prénom? Moi, Non, avec la veste. moi, Félix. Comment? Félix. Félix. Enchanté Félix. On ne s'est jamais rencontrés. Non, non, ça va. Ok, enchanté Félix. Faut que tu m'en dises plus. Alors, D'accord. sur ta vie, etc. Sur qu'est-ce que tu aimerais améliorer, qu'est-ce qu'il y a un truc. Genre si j'étais à ta place, tu vois, tu m'aurais titillé un peu sur mes parents. Tu aurais tout de suite trouvé le truc, mon point faible en fait. Ouais, je vois. Et surtout, il faut que ça soit un objectif, pas juste sortir de sa zone de confort pour sortir de sa zone de confort ou faire du truc. Moi, il y a une vraie raison pour laquelle voilà, je veux pas les rendre malheureux. Et surtout si, enfin, demain t'imagines, enfin, t'as pas parlé avec tes parents et puis ils ont un truc, mais je crois que je me pardonnerai jamais. J'en fais des cauchemars. Et puis surtout, je sais que maintenant je suis fautif parce que ça se passe bien depuis 10 ans, mais que l'enfant que j'étais, bah, il est toujours dans ma tête. Quand j'étais petit, je me répétais oublie pas, plus tard, oublie pas ce qu'ils te font, oublie pas. Et bon, tu deviens grand, bah, c'est maintenant, enfin, c'est toujours con d'être un gosse, quoi. Bref. Est-ce que tu as une date de sortie pour le livre? Alors, les dates de sortie, j'ai une date de fin pour mon premier jet, donc c'est en juillet. Tu as signé avec un éditeur? Ah non. En indépendant? Oui, je le fais en indépendant. Mais bon, j'ai sorti un livre il y a une semaine, j'en ai sorti un il y a 3 mois. Et donc, justement, comme il y avait un truc avec La vidéo. La vidéo. T'en fais? Ah non, j'en fais pas. Ça te fait peur? Oui, ça veut dire oui. Est-ce que tu as un compte social? Est-ce que tu as déjà fait une vidéo sur ton Instagram? Oui. Ou t'es face caméra? Où je suis face caméra? Ah non, face caméra, non. J'ai déjà filmé, partagé des choses. Est-ce que c'est trop difficile pour toi? Est-ce que peut-être une story, c'est un point intermédiaire? Genre dire, bonjour, je me trouve actuellement à la conférence et tout, mais un truc comme ça improvisé. Bah oui, je pourrais le faire. Hein. Allez. Yes. Et peut-être passer pour toucher plus de monde. Enfin, l'idée de ce défi-là, c'est vraiment monter en gamme parce que moi, pareil, ma zone de confort, c'est l'écriture. Ouais. L'écriture, je touche tellement peu de personnes, enfin, j'en touche des milliers. Mais par rapport au potentiel de la vidéo, c'est quelque chose qui est voilà. Ouais. Peut-être en parlant. Moi, ce que j'ai envie de. Pourquoi je te fais ce défi-là, je suis sûr, si genre je te conseille pour ton business, etc., le fait de faire une émission où tu partages chaque jour, genre tes écritures, etc., tes galères d'écrivain, ça n'existe quasiment pas. Et ça peut t'apporter des gens. Ça existe, hein? Bah, tu vois, moi je suis en dehors du truc. Quand on est dans sa niche, okay. on sait tout ce qui existe, parce qu'il y a 3 4 personnes qui font ça. Mais je veux dire, il n'y a pas. Oui, après, c'est vrai que c'est plutôt de niche. Des gens qui écrivent pas ou qui disent pas beaucoup, justement. Bah, allez. D'accord. On fait la vidéo. Mais alors, attends. Attends, l'astérix soumis à condition.
Oui, mais donc du coup, c'est juste une vidéo pour partager où je suis et ce que je fais, c'est ça? Tu peux rajouter un niveau de difficulté supplémentaire. Je Ah. suis aujourd'hui à cette conférence-là et je m'engage à sortir mon premier. Tu peux faire une lecture peut-être d'un Et un de tes objectifs. Bon, pas l'enfant forcément parce que ça. Ouais, mais je sais pas, un de tes objectifs est d'engager publiquement en vidéo là. Pourquoi j'ai levé la main? Ok. Et tu vas voir, vraiment, une fois qu'on le fait, je connais personne. Et il n'y a aucun moment où on a fait un truc pour sortir de notre zone de confort et on l'a regretté après. On pas sauter d'un pont derrière. Non, on s'entend bien, mais à chaque fois, on est fier de soi. C'est vraiment une courbe comme ça. C'est comme faire du sport. Parfois, il y a des matins, on n'a pas envie de se lever, d'aller à la salle de sport. On y va. Quand on revient, on se dit jamais ah, j'aurais pas dû, je me sens pas bien. Non, on a plein d'énergie, on est dedans. On se dit j'ai bien fait de pas rester sur mon canapé. Il y a toujours ces courbes comme ça. Hein? Non. J'essaie de. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter? Ouais. Ok, bah. Je sais même pas. Tu veux que je te filme? Bah, Tu as un bon truc. la lumière, parce que qu'on voit pas un gros carré noir. Non, non, t'inquiète. Je vais peut-être éviter de filmer les gens. Si. Vous êtes tous d'accord? Ouais. T'as le mec qui. De toute façon, vous avez signé, il fallait dire. Là, t'es nickel. Attends, je vais juste. Niveau lumière. Ouais, là, t'es parfait. Non? Yes. C'est une story ou c'est une vidéo? En fait, je sais même pas comment ça marche pour les stories. Là, j'ai une vidéo, je suis sur mon. Ok, tu veux faire une story? Oui. Ok. Voilà. Ouais, là, ça va être fort. Alors, tu auras 15 secondes. Je vais te faire comme ça, quand je baisse la main, c'est terminé. Ok? 1. Bonjour, c'est Euphémie. Donc, ici, je prends un engagement public de finir le premier léger de la saga Cicatrice pour fin juillet. On applaudit. On va la refaire. C'est facile de manière. Genre, ouais! Ils étaient là. Bon, allez. 3, 2, 1. C'est parti, moteur. Bonjour, c'est ici Euphémie du blog Oluf écrit. Donc, ici, je m'engage publiquement à finir le premier léger de la saga Cicatrice, le premier tome, pour fin juillet. Ouais. J'aime bien la spontanéité comme ça. Bon, bah du coup je vous propose qu'on aille tous, pour ceux qui sont disponibles, boire un verre quelque part sur le boulevard, dans un petit bistrot ou une brasserie. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas d'idée de défi, qui veulent venir nous parler un peu en privé, etc. après dans le bar, c'est l'occasion. Et puis voilà, pour nous faire jusqu'à 18h, une deuxième partie de cette conférence-là, mieux nous connaître, et puis passer un bon moment ensemble. Et merci à vous d'avoir été là. Too many problems before few solutions.